cadre d'une proposition de loi qui trouvera sa place dans une niche parlementaire qui devrait intervenir le 20 ou le 21 février prochain. La tradition veut que ces auditions soient, selon qu'on en a envie ou pas, filmées. Là on filme, sauf si vous vous y opposez, évidemment, c'est pas le choix. Parce qu'on veut en tirer un document, un travail pour la suite. On nous dit aussi que la tradition veut que les réunions ne durent pas plus d'une heure, de manière à ce que nos invités ne soient pas immobilisés comme pour un grand débat. Et voilà. J'ai compris. On a du mot aussi. Bon. Voilà. Il s'agit donc du statut de travailleur détaché. La proposition de loi propose de l'interdire en faisant, pour ses auteurs, le constat que si, au point de départ, et alors que déjà il y avait une libre circulation de personnes d'un pays à l'autre pour travailler, l'idée pouvait être interprétée généreusement comme une facilité donnée pour quelqu'un qui se déplace d'un pays à l'autre de continuer à cotiser à son régime d'origine, de sorte qu'il ne perde aucun des avantages qu'il a pu acquérir au cours de sa vie professionnelle. Le fil des circonstances, on a surtout fait un outil de dumping social. Et dont la sécurité, enfin je veux dire, dont le blocage dépend essentiellement de contrôles qui sont réputés aujourd'hui être insuffisants ou inefficaces. Le rapport de la Cour des comptes qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale a répété cette mise en garde. Et la question peut se poser de savoir quel genre de contrôle pourrait être efficace compte tenu de la complexité des procédés d'utilisation de la main-d'œuvre, parfois en cascade entre les donneurs d'ordre, et la diversité des situations en Europe, allant depuis ceux qui en effet font encaisser les cotisations sociales à ceux qui ont décidé de les supprimer pour qu'il n'y ait plus aucune espèce de problème pour eux. Voilà, ça c'est le contexte qui nous conduit à vous interroger en tant que spécialiste et à vous remercier d'avoir bien voulu participer à nos travaux, pour que vous nous donniez votre sentiment sur cette situation, votre interprétation comme juriste des évolutions qu'a connues ce statut. On verra après à vous interroger si vous voulez bien. Donc si vous voulez faire une petite déclaration liminaire qui permet de cadrer votre approche du statut, ça nous aiderait ensuite plus à travailler et à poursuivre par nos questions. Ben, merci de me donner la parole. Alors vous avez un micro aussi. Il faut que je chacun de nous, à tour de rôle, branche par des branches. D'accord, très bien. Merci de me donner la parole et de l'occasion de parler de ce sujet. C'est un sujet que je connais moi depuis fort longtemps, parce que j'ai travaillé dessus à partir de l'arrêt Roche Portuguesa, qui était la première décision qui a fait beaucoup de bruit en France, où on a commencé à parler de dumping social. C'était en 1990. Et donc à ce moment-là, on se posait beaucoup de questions sur le régime juridique qui allait être applicable aux travailleurs détachés sur le territoire français. Depuis, donc ça fait quand même plus de 25 ans, depuis 28, 29, pas tout à fait, on a beaucoup évolué sur ce sujet. Les problèmes ne se sont pas taris et ils n'ont pas disparu, loin s'en faut, celui que vous évoquez du dumping social en particulier. Mais il y a eu un double mouvement, je dirais, qui a fait que le problème n'a pas été vraiment réglé. C'est que d'un côté, le droit de l'Union a évolué. Il a évolué dans un sens, il a évolué de façon sinueuse, disons, mais dans un dernier temps, de sorte que le problème soit mieux pris en charge à l'échelle européenne que ça n'était le cas en 1990. Mais les transformations de l'Europe et l'élargissement en particulier, notamment, depuis donc le grand élargissement de 2004, fait que les questions, les mouvements de main-d'œuvre dans le cadre du détachement ont beaucoup augmenté. Et comme vous le remarquiez très justement, il y a aussi des formes d'emploi qui se sont
diversifié, des réseaux de sous-traitance, donc des choses qu'on arrive très mal à contrôler. Donc les progrès, c'est toujours le cas je crois, les progrès législatifs, des progrès qu'on a essayé de faire sur le terrain de la loi et aussi à l'échelle européenne de la coopération, n'ont pas suffi à régler les difficultés à la fois de traitement, de mauvais traitement des travailleurs et de compétition, de concurrence déloyale entre les entreprises. Mais si je dois parler très, très brièvement pour commencer, je dirais qu'à l'échelle européenne, on avance. Et je crois que le mouvement qui est... c'est pour ça que c'est intéressant d'en reparler maintenant, de cette question du détachement. Je crois que depuis très peu, mais depuis quelques mois, les choses ont changé. Enfin, oui, elles ont changé au niveau des institutions, des différentes institutions. Je crois que c'est vrai qu'il y a un changement à la Cour de justice. Il est assez subtil, mais il existe, je dirais. Mais bon, c'est des questions qui, effectivement, sont toujours en débat. Et puis, d'autre part, il y a un changement du point de vue législatif. La nouvelle directive, je trouve, marque une transformation, un infléchissement dans le sens vraiment qui n'est pas du tout évident. Je trouve que c'était pas du tout facile d'aboutir, mais on voit un mouvement dans le sens de la prise en compte des aspects de protection des travailleurs et des aspects de protection sociale par rapport à ce qui était vraiment la préférence peut-être pour la concurrence, pour le libre marché. Ça, je trouve que c'est assez net. Et d'un autre côté, on a une directive qui est en discussion sur la coordination des régimes de sécurité sociale. Et là, effectivement, il y a certainement, et c'est vrai, il ne faut pas confondre, il y a le régime du travail, les conditions de travail, qui est une chose que la directive de 2018 a commencé sur laquelle je crois que l'évolution est bonne, est protectrice, plus protectrice, et c'est une bonne chose. D'autre part, il y a la sécurité sociale, et ça, c'est pas réglé, et ça, il faut faire quelque chose, et je pense qu'on peut, mais il faut rebattre les cartes sur la question du détachement. Un mot pour éclairer le propos, d'abord en toute loyauté. Les propositions de loi qui sont présentées dans les niches parlementaires aboutissent rarement, sauf lorsque c'est la majorité qui les dépose. Elles jouent donc souvent, le plus souvent, la fonction d'un signal d'alerte et d'une réouverture de débat. Dans le passé récent, la modification de la directive sur le sujet a été présentée comme épuisant le débat sur la question. Et nous sommes un certain nombre, notamment dans les milieux syndicalistes européens, à considérer que ce n'est pas du tout le cas, aussi longtemps que reste cette question des cotisations sociales dans les pays d'origine. Ça déjà c'est pour situer le cadre. Deuxième aspect, c'est que vous avez raison, madame, de dire que c'est une situation quand il y a 6 pays qui se mettent d'accord, et c'est une autre quand il y en a 28, avec des écarts qui d'ailleurs ne sont pas que dans la législation sociale, ils sont aussi dans la productivité du travail, ils sont dans tous les domaines. Entre la Bulgarie et la France, clairement, ni la productivité, ni les résultats de l'activité économique sont les mêmes. Ce qui d'ailleurs fausse souvent les comparaisons, parce qu'on nous dit qu'il faut travailler davantage, très bien, si on a envie de travailler comme un Roumain pour obtenir les résultats des Roumains, d'un point de vue économique, ce n'est pas intéressant. Alors pourquoi la question s'est-elle posée ? C'est parce que ceux qui au départ tombaient sous le sens d'une facilité qui était apportée à un nombre restreint de travailleurs, dont les qualifications pouvaient faire d'eux des employés rares, parce que leur domaine de qualification est étroit, qu'ils sont peu nombreux à être capables de les pratiquer, ou bien parce qu'une entreprise a pris une avance technique dans un domaine particulier et qu'elle dispose du personnel formé que les autres n'ont pas dans le même domaine, tout ça on l'entend. Mais à partir du moment où le nombre des salariés concernés a explosé, il est clair qu'on était en face d'un autre phénomène qui n'était plus l'utilisation d'une main-d'œuvre spécialisée venant d'un autre pays, mais devenait le recours à une main-d'œuvre pour des raisons autres. Et cette raison autre, on n'en voyait pas d'autre que le fait qu'elle coûte moins cher. Au demeurant, l'examen des qualifications fait apparaître un curieux nivellement par le bas, c'est-à-dire apparemment, c'est toujours des gens à faible qualification qui seraient embauchés dans notre pays en particulier. Alors s'ils sont à faible qualification, qu'est-ce qui permet de penser qu'on ne les trouverait pas sur place ? Bon.
Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Les gens classés à faible qualification sont déclarés de cette manière, mais en réalité ne le sont pas toujours. C'est toute cette distorsion qui a ensuite amené souvent la discussion sur le thème du contrôle. Et nos amis font apparaître, notamment nos amis syndicalistes, qu'il est absolument illusoire de penser qu'on ne puisse jamais arriver à contrôler un processus pareil pour 28 pays et dans des chaînes de commandement aussi longues que celles qu'on observe. C'est ça qui nous a conduit à faire une proposition en prenant le problème par le bout et en mettant de côté la question de savoir si, à partir du moment où une directive existe, est-ce qu'un pays peut considérer qu'il n'en tient pas compte? Ça a déjà existé, les Anglais faisaient des opt-out sur une série de questions comme la durée du travail hebdomadaire et ainsi de suite. Et puis on est la France, donc on a les moyens de se faire entendre quand on discute. Bon, et après on a prévu une série d'autres dispositions. Mais la question pour nous essentielle est celle du diagnostic. Donc à cette étape de notre échange, il apparaît que nous sommes, même si nous sommes en désaccord sur la manière d'y répondre, d'accord sur le fait que la question se concentre sur les cotisations sociales et pas sur le droit du travail depuis la dernière directive, puisque les gens sont censés, quand ils sont travailleurs détachés, être payés de la même manière et dans les mêmes conditions de travail que les salariés d'origine. Ce qui n'était pas le cas avant est censé l'être dorénavant, mais qui pour autant ne se réalise pas. Madame, je vous en prie. Oui, parce que je voudrais vous répondre tout de suite sur un aspect, quand on parle des contrôles et la manière effectivement de discipliner un peu toute cette pratique, de la mettre au fond en accord avec les souhaits qu'on peut avoir à la fois pour les travailleurs et pour la loyauté des rapports entre entreprises. Alors, je crois qu'il me semble qu'on se focalise trop sur la question pénale et sur la sanction pénale. Je pense qu'on fait fausse route en partie. C'est pas qu'il ne faut pas d'inspection du travail, loin s'en faut, c'est bien loin de ce que je pense, et pas de contrôle et pas de sanction pénale. Je pense que c'est important que ça existe. Mais je pense qu'il y a un moment où ça trouve sa limite. On ne peut pas avoir un inspecteur dans toutes les entreprises à plein temps. C'est ridicule, c'est lourd et inefficace. Enfin, vraiment, c'est pas ce qu'on souhaite. En plus, on ne va pas mettre la police dans les entreprises. Bon, alors moi, en tout cas, c'est pas mon souhait. Mais je pense qu'il faut armer davantage ceux qui sont capables et ceux qui sont proches des travailleurs, effectivement les syndicats notamment, mais les travailleurs eux-mêmes, pour pouvoir mener des actions. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'inflexion de la Cour de justice dans la période récente. Il y a eu une affaire très intéressante en 2015 qui s'appelle Amatilito, enfin le nom est un peu compliqué, mais qui porte justement sur la capacité des syndicats d'État d'accueil de porter les créances des salariés détachés devant les juridictions locales. Et dans cette affaire, la Cour de justice s'est montrée très conciliante avec le droit international privé pour accepter, contre ce que disait d'ailleurs le droit polonais, que les syndicats finlandais, ayant racheté les créances des travailleurs détachés polonais, aillent devant les juridictions finlandaises et demandent que soit payée complètement la rémunération de ces travailleurs pour toute la période. Et ça, je trouve que c'est une voie à suivre pour moi, c'est-à-dire, alors comment on le fait, c'est pas dans les choses simplistes, il faut réfléchir comment on fait pour assurer, on a déjà fait des choses juridiquement sont déjà pas mal installées, mais peut-être c'est plus dans l'ordre de soutenir ceux qui sont capables de mener ces actions qu'il faut agir, c'est-à-dire c'est pas les travailleurs détachés qui vont agir eux-mêmes une fois qu'ils sont trop vulnérables, ils sont trop rentrés chez eux, enfin bref, ils peuvent pas. Mais il y a localement d'autres, des acteurs, vous parliez des syndicats, très bien, mais d'autres peut-être qui peuvent prendre en charge la défense de leurs droits et le faire efficacement. Et alors à ce moment-là, effectivement, ils sont près des salariés, eux ils connaissent le droit local, ils connaissent ils ont intérêt, en plus il y a un intérêt vraiment, parce que ces syndicats-là, ils défendent les droits des travailleurs détachés, mais aussi les intérêts des travailleurs locaux, bien entendu. Donc, ils sont vraiment très bien placés et ils peuvent mener ces actions. Donc moi, je pense qu'il faut peut-être être aussi dans cette logique-là et essayer d'accentuer peut-être cette logique-là où, et du côté européen, c'est quelque chose qu'il faut, parce que c'est pas évident non plus à soutenir, mais on peut peut-être insister là-dessus, le fait que ce sont au fond ceux qui sont proches des salariés, les organisations, à qui il faut donner les moyens d'agir, parce qu'en même temps, on renforce ces contre-pouvoirs. Vous voyez, ces contre-pouvoirs patronaux, là, c'est ceux qui sont là pour différentes raisons, qui peuvent soutenir les droits des salariés et aussi soutenir les droits des salariés détachés. Je pense que c'est un équilibre qui peut être bon et qui peut être bon pas seulement pour cette question-là, plus largement. Et qu'il peut y avoir un soutien européen à ça. Ça, je trouve que... Bon, voilà, moi, je serais favorable à ça et je pense que ça serait peut-être plus efficace pour lutter contre les fraudes
que de dire on va avoir l'inspection du travail ou la police un peu partout. Les sanctions pénales, on peut les élever. Bon, il y a un moment où, de toute façon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on va tomber sur un, et puis il y a une entreprise qui va effectivement prendre une sanction très importante, et puis ensuite, il y en a des tas d'autres, on sait bien, pour le travail clandestin. Bon, c'est pas très efficace. Hein. Voilà, bon, c'est la petite remarque que je voulais faire en réagissant à ce que vous disiez. Si je peux me permettre, j'ai quelques questions par rapport notamment aux charges sociales, puisqu'effectivement c'est beaucoup l'objet de nos échanges. On a bien compris qu'effectivement l'enjeu économique n'était pas tant finalement le problème, mais qu'il était plutôt une question d'inéquité sociale, de justice sociale quelque part entre les travailleurs européens. Quelle vision avez-vous sur ces questions? Parce que les charges sociales, c'est évidemment les questions de sécurité sociale, au sens de la santé, mais c'est aussi les contributions que nous faisons en matière de retraite, par exemple. Alors, vous parliez tout à l'heure de compensation possible sur des prestations familiales, par exemple. J'entends ça, mais voilà, comment vous voyez la complexité de ce problème-là et cette compensation-là à une cotisation? C'est ma première question. Si je puis me permettre, je vais vous poser une deuxième question, c'est comment est-ce que vous envisageriez le fait que les travailleurs détachés français sont en cinquième position, c'est-à-dire que nous avons énormément de Français qui sont travailleurs détachés, et si on remettait en question ce système social au niveau européen, quelle incidence pour nos propres travailleurs français qui seraient eux-mêmes détachés dans des pays tiers, européens bien sûr. La troisième question, vous l'avez un petit peu évoquée, c'est la place des organisations syndicales en Europe. Je suis extrêmement convaincue effectivement de l'importance et peut-être du renforcement de leur mission au niveau européen. Et alors ma question serait quelle approche, quel soutien vous verriez leur apporter pour qu'ils puissent prendre part à cette vraie question de justice sociale européenne. Je vous remercie. Alors sur les charges sociales et la protection sociale, la difficulté c'est qu'actuellement en l'état des compétences de l'Union, même si l'Union a des compétences en matière de sécurité sociale, il n'y a pas d'harmonisation de toute façon. Donc chaque État est d'ailleurs jaloux de sa souveraineté sur ce point. On ne voit pas une évolution qui irait dans le sens de dire voilà, il y a une harmonisation des charges sociales, de la protection sociale à un horizon Remarque sur la convergence. Voilà, il y a des phénomènes de convergence, mais disons qu'on ne voit pas une législation qui ferait une harmonisation, disons, législative. Il y a des phénomènes de convergence. Phénomènes de convergence qui n'empêchent pas que les charges, en effet, sont très disparates, en une grande disparité entre les États. Donc il faut faire avec cela. On peut peut-être d'ici 20 ans, 30 ans réfléchir à l'harmonisation, mais je veux dire actuellement, c'est une illusion de croire que les charges sociales vont être harmonisées. Donc c'est pour cela qu'il faut jouer sur les règlements de coordination, de dire quelle est la loi applicable dans ce genre de situation. Actuellement, on dit que c'est la loi d'origine. Il n'y a pour moi pas de fatalité à ce que ça soit de la loi d'origine. Je crois que, je prenais l'exemple des retraites, parce qu'actuellement, un salarié, s'il n'est pas détaché, un travailleur mobile, qui effectue sa carrière en partie en France, en partie en Italie, en partie en Espagne, mais les règlements de sécurité sociale règlent la question sur la répartition de la prise en charge de la retraite. Les travailleurs mobiles qui sont dans un autre État, qui ont sollicité des soins de santé, tout cela est déjà réglé. Il y a des solutions. Les prestations familiales, c'est pareil pour tous ces travailleurs qui se déplacent. Donc on pourrait très bien appliquer cela aux travailleurs détachés. Actuellement, on dit ce travailleur détaché, charge sociale et prestations pays d'origine. Et puis voilà. Et fermez le banc, pays d'origine pour tout. Donc vous payez cotisation de pays d'origine, vous avez les prestations de pays d'origine. Très bien. Mais d'ailleurs, dans une affaire, je ne sais pas, cette affaire Undiski, où des travailleurs détachés polonais qui étaient en Allemagne, alors la question était de dire, c'est le pays d'origine. Donc, Pologne. Et en Allemagne, on peut, alors ils étaient pour un peu plus de 6 mois, et ils étaient affiliés à l'impôt allemand. C'est-à-dire en Allemagne, on pouvait, même si on est détaché, on peut se dire, voilà, on paye des impôts en Allemagne.
Et donc, ils avaient une possibilité de revendiquer des prestations familiales françaises. La Cour de justice a considéré, c'est le pays d'origine, la Pologne, mais rien n'interdit à l'Allemagne d'offrir des prestations. Donc, ce n'est pas une obligation, mais rien n'interdit à l'Allemagne d'offrir des prestations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, dans le cadre des règlements, en les modifiant, imaginer des solutions en disant que les cotisations, c'est le pays d'accueil, mais évidemment, pour que ces cotisations ne soient pas à perdre, il y a des systèmes aménagés pour qu'il y ait un certain nombre de prestations qui soient servies aux travailleurs étrangers juste pendant cette période. Ensuite, quand ils reviennent dans leur pays d'origine, ils sont affiliés à leur législation d'origine. Donc, voilà, il faut être imaginatif là-dessus, je pense qu'il y a des solutions. S'agissant des travailleurs français, qui irait, effectivement, n'oublions pas, en effet, de détachement, qu'il y a beaucoup de travailleurs français qui sont aussi détachés à l'étranger. Actuellement, ils restent affiliés, c'est le pays d'origine, donc ils restent affiliés à la législation française, mais si on posait le principe d'une affiliation pays d'accueil, on pourrait très bien vous prévoir aussi un principe de faveur, que si la loi d'origine est plus favorable, les salariés restent au pays d'origine, et les pays seraient autorisés peut-être à prévoir cela. Donc, je pense qu'il y a des solutions à cela. On peut les imaginer, mais ça mérite qu'on influe sur les règlements européens. Ça se joue au niveau européen. Ensuite, des questions de contrôle, etc. Alors, effectivement, les sanctions pénales ne sont peut-être pas satisfaisantes, mais je pense elles peuvent être dissuasives malgré tout. De toute façon, elles n'excluent pas. N'excluent pas, effectivement, avec le rôle des syndicats, on peut leur donner un rôle. Oui, je veux bien sur ces deux questions. Alors, moi, sur la question de la sécurité sociale, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut imaginer une évolution et dire qu'après tout, les salariés qui travaillent sur le territoire d'un autre État sont affiliés au régime de sécurité sociale de cet État, et donc les contributions sont payées, et donc les prestations sont dues. Tout va ensemble. Mais ça va constituer une énorme charge administrative, et pour tout le monde, parce que tu dis ça s'organise, c'est quand même très compliqué la coordination. Ça veut dire qu'il faut voir que derrière, c'est pas automatique. Il faut compiler en fait des périodes de travail, des cotisations, il faut regrouper tout ça. Quels sont moi je ne sais pas, j'avoue, mais je ne sais pas ce qu'on a au bout du compte, c'est-à-dire lorsqu'on regroupe tout ça et qu'on cumule, qu'est-ce qu'il en reste, comment ça fonctionne effectivement, je ne sais pas. Mais moi, pour autant, face à cette difficulté, je pense qu'aujourd'hui, on peut penser et innover un peu, sans doute. Je dirais innover un peu en se servant d'autres instruments que le système tel qu'il est. Alors, je ne sais pas comment faire exactement, mais je dirais peut-être qu'il y a des systèmes de fonds, par exemple, qui nous empêcheraient d'avoir des fonds qui récupéraient, à partir du moment où les travailleurs sont sur le territoire, un niveau de cotisation peut-être globalisé ou je ne sais quoi, qui permettrait ensuite d'être réparti et de servir au financement de peut-être, alors pas forcément des retraites, mais peut-être au moins de prestations sur le territoire, qui nous empêcherait de penser, au fond, en dehors de la boîte, un peu, de sortir un peu de ce contexte. Voilà, ça fonctionne, ça se coordonne comme ça depuis les années 70, mais aujourd'hui, il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a des moyens de dire, au fond, ok, on égalise et on impose le système de sécurité sociale locale, mais alors on le fait de manière à ce que ça soit quand même pas impossible à réaliser, parce que si tu dis pour chaque salarié il faut une affiliation pour 2 jours de travail sur le territoire français, c'est lourd, c'est inefficace pour tout le monde, parce que pour les systèmes de sécurité sociale, ça veut dire beaucoup de travail d'affilier tous ces gens. Pour les employeurs, évidemment, plus personne ne va pouvoir bouger. Pour les travailleurs, ils vont avoir 2 jours ci, 2 jours là, c'est pas bien. Donc il faut quand même trouver un système qui soit efficace et utile pour tout le monde. Et donc moi je dis, je n'ai pas conçu ce système, mais je pense qu'il y a des moyens de faire. Et je pense que les moyens, ça peut être soit de créer des fonds, ça se fait beaucoup dans toutes les affaires transnationales maintenant où on veut protéger correctement les gens. En fait, finalement, on collectivise des taxes, et ensuite on trouve les moyens de les distribuer de façon juste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, là effectivement, il faut une initiative intéressante à construire, effectivement, à réfléchir, et de façon, je crois, vraiment innovante. Mais je crois que c'est possible aujourd'hui parce qu'on peut utiliser des technologies qu'on n'avait pas, parce qu'on a effectivement à l'échelle européenne des possibilités de coopérer. Si on sort de ça, on ne coopère plus avec personne, plus rien n'est possible, il n'y a plus que la fermeture des claques, on s'enferme chez soi. Mais si on est à l'échelle européenne, on peut imaginer de mettre en place des systèmes où, au fond,
on fait des coopérations, on fait des liens qui vont peut-être s'automatiser ou se faciliter à l'avenir, mais dans lesquels on pourra assurer qu'il y a au fond une redistribution de ressources qui sont ces ressources des entreprises. Oui, enfin vous avez l'air sceptique, mais sur la TVA, ce que je comprends, mais sur la TVA ou d'autres taxes, on y arrive quand même. On arrive à prélever les entreprises au moment où il y a des... Parce que on vend les produits quand même... moi je suis quand même assez contente qu'on puisse faire circuler les marchandises, qu'on ne soit pas complètement enfermé, même si ça pose des problèmes effectivement aussi de dumping ou à l'échelle internationale, ou que ça pose des problèmes de concurrence, c'est sûr. Mais enfin, si on refuse l'idée qu'on va finir entre nous, eh bien il y a des systèmes sur les taxes, sur la fiscalité. Et ça marche quand même relativement bien. Bon, il y a des fraudes. Enfin... Alors moi je me dis que pour la sécurité sociale, prenons un modèle, peut-être pas le modèle de la TVA, mais un modèle du type, vous voyez, où on peut, et là on peut contrôler, et il y a des moyens. Sur les bulletins de salaire, il y a des moyens. Les bulletins de salaire, ils sont plus ou moins automatisés. On peut avoir des systèmes de contrôle et d'automatisation aussi de ces contrôles. Bon, moi je crois qu'il faut se saisir de ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de l'argent à l'échelle européenne pour financer des projets innovants. Finançons des projets innovants pour la justice sociale, qui utilisent des technologies nouvelles, qui utilisent des réflexions, des systèmes qui viennent peut-être d'ailleurs, peut-être de la fiscalité d'ailleurs, et mettons en place un système plus juste en utilisant des moyens nouveaux. Bon, juste, on a des appréciations différentes. Je pense que le formalisme juridique, des fois, ne permet pas de voir la nature des dynamiques économiques. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait besoin en France de 500 000 travailleurs sous-qualifiés. Je ne crois pas. Donc je m'étonne de les voir arriver d'autres pays. Et ils ne sont ici pas pour la qualité du travail sous-qualifié qu'ils fournissent, mais parce qu'ils représentent un avantage pour l'entreprise. Et comme vous parlez avec les entrepreneurs, c'est ce qu'ils vous disent. Ils ne vous disent pas les gens qu'on fait venir sont de meilleure qualité professionnelle que ceux qu'on pourrait trouver sur place. Je rappelle qu'on a dans ce pays 6 millions de personnes qui n'ont pas de travail. Donc, premier élément qui montre que l'usage qui est fait du travail détaché ne correspond pas à l'inspiration de départ. C'est un des aspects de cette affaire. La deuxième, c'est l'énorme migration professionnelle que ça déclenche. Parce que pour mettre à rapprocher, par exemple, des Roumains ou des Bulgares ou des Serbes, enfin, ils sont dans une autre catégorie, mais prenons les Roumains et les Bulgares, le résultat, c'est que le travailleur un peu qualifié, roumain ou bulgare, trouvera à être employé dans de meilleures conditions en France, même si ces conditions sont inférieures à celles d'un Français. Mais le résultat, c'est que quittant son pays, lui, est en pénurie de main-d'œuvre et est obligé de faire venir des travailleurs déqualifiés, d'ailleurs, si bien que vous avez des Roumains qui viennent en France pour travailler, remplacés par des Ukrainiens qui vont travailler en Roumanie. Sachant que le salaire moyen en Ukraine, le SMIC ukrainien est inférieur à celui de la Chine. Donc par conséquent, on est obligé de prendre en compte ces réalités. Après, vous avez raison, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Techniquement, il n'y a pas d'inconvénient majeur à imaginer une caisse de répartition. Ce n'est pas des choses qui excèdent nos capacités d'imagination ou d'intelligence. Cependant, on buterait alors sur d'autres difficultés. C'est que la nature des régimes de protection sociale et leur financement ne sont pas les mêmes et ne reposent pas sur les mêmes principes politiques dans les différents pays. En particulier, vous voyez bien ici même dans cette salle, l'une appelle charge, ce que moi j'appelle cotisation. La part du salaire, qui n'est pas le salaire immédiat, est analysée différemment par nous. Ce n'est pas une concession que font les patrons, c'est une partie du salaire. Donc je crois que si vous avez raison formellement, il n'y a pas d'inconvénient à imaginer une formule. La difficulté de mise en œuvre serait, il ne faut pas croire qu'elle serait moindre, parce que c'est plus facile d'organiser la convergence des TVA, dont le principe philosophique est le même, que des cotisations sociales. Mais je le signale, je n'ai pas l'intention de vous faire changer d'avis, madame, et votre contribution est précieuse telle qu'elle est. La question que je voudrais vous poser, c'est sur deux sujets qui m'ont un petit peu interloqué en préparant tout ça. La première, c'est la correspondance entre la directive, la nouvelle directive et le droit du travail international, parce qu'il semble qu'on a là quelque chose, une difficulté, puisque
on demande aux États qui ont signé de ne pas signer les conventions du BIT pour ne pas être en contradiction avec le contenu de la directive, et qu'à l'appréciation vous êtes ça, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est complètement faux, bon voilà. Les conventions de l'OIT, hein, je parle. Oui, oui. Deuxièmement, quel impact vous voyez, alors je sors du registre de la pure utilisation de la main-d'œuvre pour entrer dans quelque chose d'un peu plus, comment dire, la logique des conflits sociaux, l'impact selon vous des arrêtés Laval et Viking, qui ont fait grand bruit à leur époque, sur l'usage qui pouvait être fait des travailleurs détachés comme main-d'œuvre disponible pour briser des mouvements sociaux. Voilà, c'était mes deux questions. Madame, peut-être vous-même en avez ou d'autres. Vous me réservez. Merci, madame. Je vous en prie, allez-y. Alors, avant de répondre à vos deux questions, je voudrais faire une seule remarque, c'est que si on pose la règle du pays d'accueil pour les protections sociales comme dans le travail, il y aura de toute façon moins de travailleurs détachés, parce que ce sera beaucoup moins attractif. Et donc on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on se dit d'habitude. Il y aura moins de travailleurs. Il n'y a pas de raison d'accord. objective à l'emploi Oui. de ces gens. Pardon, Oui. je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, mais moi je suis d'accord qu'il y aura forcément, ce sera moins attractif. J'étais très surpris de lire le rapport de la Cour des comptes hier, que du fait des baisses des charges sociales en France, qui correspondent à 15% au niveau du SMIC, finalement pour les salariés payés au SMIC, ce n'est pas plus si avantageux de recourir au travail détaché. Donc, en réalité, c'est là si vous avez de la qualification dissimulée. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Mais donc, je crois que là, il y aura forcément moins de travailleurs détachés de toute façon, à ce moment-là. Hein. Donc, ce sera moins attractif. Je fais la parenthèse. Alors, sur la question d'OIT, j'étais surpris. En fait, j'ai appris, je ne savais pas qu'on demandait aux États de ne pas ratifier. Ça, j'avoue, je ne savais pas. Donc, j'ai été surpris de le lire. Alors après, si on réfléchit à la question de la conformité, il y a eu une histoire de conformité des conventions de l'OIT avec les obligations européennes sur le travail de nuit des femmes, puisque la France avait signé la convention d'interdiction de travail de nuit des femmes, la convention de l'OIT, et en fait, au nom de l'égalité homme-femme, on disait qu'on ne pouvait pas poser en principe l'interdiction de travail de nuit des femmes, parce que sinon il fallait poser l'interdiction de travail de nuit des hommes. Ça s'est traduit par la dénonciation de la convention de l'OIT par la France, puisque dans ces cas-là, il faut respecter les obligations européennes. Donc, voilà comment je vois, mais j'avoue que je n'ai pas réfléchi à cette question parce que j'ai appris que cela. Viking et Laval, c'était en fait les conditions d'application de la directive de 96. Ça fait partie de la jurisprudence qui était absolument défavorable, qui ne permettait pas de lutter contre le dumping social, au contraire qui encourageait le dumping social, les arrêts Viking et Laval. Hein. Mais ça concerne la directive de 96, ça ne concerne pas du tout les cotisations sociales, et ça concerne en fait l'application des conventions collectives, hein, notamment la confrontation entre le droit fondamental et de grève et la libre prestation de services. Mais ça fait partie des jurisprudences dont on disait que la Cour ne permet pas de lutter contre le dumping social. Hein. Mais je crois que cette période est un peu révolue, me semble-t-il. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, je pense, et je pense que la directive de 2018 le dit d'ailleurs bien, qu'on revient sur Laval Viking, enfin, le préambule le dit. Il faudrait effectivement que ça se concrétise par l'exclusion de l'action syndicale comme conçue comme une restriction à la libre prestation de services. Bon, ça, c'est difficile de le dicter à la Cour, mais enfin, il faut faire entrer cette idée, quelque part, d'une manière ou d'une autre, que les actions collectives ne peuvent pas être considérées comme des obstacles à la libre prestation de services ou à la liberté d'établissement. Enfin, ça, il faut que ça... C'est compliqué parce que c'est de nature constitutionnelle. Alors, on ne peut pas, nous, à quelque échelle qu'on soit, changer des règles constitutionnelles. Il faut qu'elles arrivent à rentrer dans une autre philosophie qui est celle de la Cour de justice. Mais moi, je pense qu'on y vient, parce qu'on est sur le chemin d'évolution, et que maintenant, on a un texte, la directive de 2018, qui dit clairement qu'il s'agit de revenir sur cette approche de Laval et Viking, qu'effectivement, la prestation de service ne doit pas entraver l'action collective. C'est dit. Bon, alors peut-être que ça fera un petit effet. C'est bien. Mais, oui, voilà. C'était quoi la question ? Pardon, puisque vous interrogez. Ah oui, alors, sur l'OIT. On me passe la... Non, mais c'est pour achever notre point. La convention dont il est question, c'est la convention 97 sur les travailleurs migrants de 1949, entrée en vigueur en 1952, l'article 6,
qui dit que tout membre signataire de la dite convention s'engage à appliquer sans discrimination de nationalité, etc., un traitement qui nous semble pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes, suit l'énumération des matières, et au point B, nous avons la sécurité sociale, et elle est décrite, à savoir la disposition légale relative aux accidents du travail, maladies professionnelles, maternité, maladie, vieillesse, décès, chômage, charge de famille, ainsi qu'à tout autre risque, etc. La contradiction serait sur ce point entre la directive, puisque ce sont des travailleurs migrants, c'est là que serait la contradiction, et les recommandations de ne pas signer pour les pays entrants. Je n'ai pas ici la liste des gens à qui ça a été fait, cette recommandation, mais voilà le point sur lequel ça s'applique effectivement. Mais parce que la difficulté, celle de parce que la Convention, elle traite des cas dans lesquels les travailleurs sont des migrants, au sens où on l'entend là, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent, c'est la définition d'ailleurs du migrant qui figure dans la Convention, qui viennent trouver un emploi sur le territoire national, sur le territoire d'un État. Et donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont régis par la loi de cet État. Ils viennent trouver un emploi. Donc, pour nous, c'est les travailleurs qui circulent dans l'Union, c'est la circulation des travailleurs. Donc ça, c'était la perspective de la Convention de 97. Alors, toute la difficulté du détachement, c'est que c'est la loi de l'État d'accueil, ce sont les règles de conflit de loi qu'on applique en France, qu'on applique en Europe aussi maintenant. La loi qui s'applique, c'est pas la loi du pays d'accueil. Le contrat de travail reste régi, mais c'est complètement abstrait. Hein. Je sais qu'il y a bien sûr il y a des logiques économiques qui s'entrechoquent avec ça, mais la loi, lorsque les mouvements sont temporaires d'un État à l'autre, la loi qui reste applicable est la loi de l'État d'origine. Donc le contrat de travail continue d'être régi par la loi de l'État d'origine, que ce soit un Français qui bouge, un Allemand, un Polonais, peu importe. Et donc dans cette logique-là, on applique l'égalité de traitement dans la loi. Et donc, ce que dit la directive, c'est comme ça qu'on l'a toujours comprise, mais effectivement, ça heurte. C'est que le droit français, dans le droit français, il ne peut pas, et c'est comme ça qu'on l'applique, hein, d'ailleurs, la Convention de l'OIT, dans le droit français, on ne peut pas distinguer nationaux et étrangers. C'est une règle de non-discrimination dans la loi. C'est ça qu'elle veut dire, la Convention. Elle dit le droit français ne peut pas faire des distinctions à l'égard des étrangers, par exemple, décider qu'on ne leur fait pas bénéficier de prestations de retraite lorsqu'ils sont repartis peut-être à l'étranger, par exemple. Voilà, elle dit ça. Le droit français ne peut pas introduire des discriminations sur un certain nombre de motifs, et notamment la nationalité. Mais lorsque ce n'est pas le droit français qui s'applique, et c'est ça la prestation de service, c'est lorsque ce n'est pas le droit français qui s'applique. C'est pour ça que moi je ne vois pas de contradiction, et j'ai lu un rapport qui a été fait pour la Commission européenne sur la ratification des conventions de l'OIT, effectivement, qui évoque la Convention 97 en disant qu'il pourrait y avoir un problème, mais c'est quand même une des conventions qui a été considérée comme parmi les prioritaires à ratifier par les États. Donc je ne vois pas comment ça vient avec le fait que la Commission dirait aux États de ne pas ratifier cette convention. Ça me paraît surprenant, hein, mais on n'a pas les mêmes sources. Ouais. Mais c'est un artifice, vous le savez bien. C'est un artifice. Le travailleur détaché, ça fonctionne si vous avez... vous êtes dans un emploi hautement qualifié, bon là on comprend, mais là on ne parle pas de ça. On parle de milliers de gens mis dans le bâtiment, dans le second œuvre, sur le chantier naval de Saint-Nazaire, ce sont des électriciens, des plâtriers, des peintres, bon tout ça existe en France, est disponible, c'est pas du tout une spécialité pointue qui pourrait créer une espèce d'extraterritorialité, c'est pas le cas. Donc oui, il y a une contradiction entre le statut imaginaire de travailleur détaché de la plomberie et de l'électricité depuis la Pologne, travaillant en France, c'est un statut imaginaire, c'est tout simplement un migrant. Enfin, à nos yeux, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais à nos yeux, ça en est. Ce n'est rien d'autre que ça. Bon, madame, c'est bon? Vous-même voyez autre chose à ajouter pour notre gouverne et notre bon maniement du sujet? Non, mais je soutiendrai l'idée qu'il faut effectivement trouver des voies pour permettre des actions collectives plus efficaces, et notamment renforcer les syndicats là où c'est utile dans la participation donc, sur ces questions, et plus généralement sur les actions en justice, sur le soutien aux travailleurs détachés. Donc là, c'est toutes les actions possibles, et je pense que ce n'est pas une chose qu'il faut faire, mais un ensemble de choses pour soutenir les organisations et les syndicats en particulier qui peuvent intervenir dans ce domaine. Et l'objectif d'appliquer le droit de l'État d'accueil aux travailleurs détachés, c'est un objectif qu'on soutient, qu'on partage. Est-ce qu'il y a une objection à ça?
Actuellement, c'est pas prévu, mais il faudrait faire évoluer le droit en ce sens. Il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'opposition. Ouais. Vous vous dites que c'est simplement compliqué à mettre en œuvre. C'est compliqué, oui. Je pense que c'est-à-dire que si on décide qu'il faut affilier un travailleur dès qu'il vient pour 2 jours sur le territoire, ça devient, pour moi, c'est monstrueux. Non, mais on peut jouer sur la durée, effectivement 2 jours, mais on peut dire au bout de 15 jours, 1 mois, voilà, le travailleur est soumis à notre pays d'accueil. Effectivement, s'il vient pour 2 jours, on crée quelque chose de compliqué. C'est pour ça que moi je serais favorable à ce que ça soit pour chaque jour de travail, effectivement, parce que sinon il faut contrôler la durée de la présence. Et là, ça, de nouveau, c'est un truc très compliqué. Donc on pourrait dire que c'est au premier jour, mais alors il faut trouver un système qui fait que c'est simple à faire au premier jour. Et ça sera dissuasif, effectivement, mais simple. Vous voyez le double jeu qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que pour que ça ne soit pas compliqué à mettre en œuvre pour celui qui doit le faire, c'est-à-dire pour l'entreprise, pour le travailleur, mais que ça soit en revanche dissuasif en termes de coûts, de disparité des coûts. C'est ça. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça, je trouve le. Parce que vous savez, le fond, c'est la combinaison des deux. Le fond dont vous avez suggéré l'invention, il va buter sur une autre difficulté, c'est que le traité de fonctionnement de l'Union européenne interdit l'harmonisation sociale. Si vous faites un fond, ah bah oui. Ah non, vous harmonisez pas du tout, c'est pas ça l'harmonisation. Ouais. L'harmonisation, c'est l'harmonisation des lois. Là, vous harmonisez pas les lois. Merci de me le préciser, mais Oui. j'ai une idée de ce qu'est l'harmonisation.